Salut Mathilde. Salut Marie-Juliette. Je suis ravie de te retrouver pour cette émission consacrée aux manchots. On va s'intéresser à leur milieu de vie et à la manière dont ils parviennent à s'adapter à ces milieux de vie, parce que c'est des milieux de vie qui, on l'avait dit, sont assez hostiles, parce qu'ils sont souvent froids, voire très très froids, glacial même, parfois. Et je voulais savoir si tous les manchots, ils vivaient dans des milieux où il y avait de la glace ou non, ou si c'était un peu un cliché qu'on véhiculait parce que ça faisait un peu extrême, un peu simplet, quoi. Ouais, alors c'est vrai que quand on pense aux manchots, on a surtout l'idée d'un animal qui est plutôt associé au froid et aux glaces, hein, comme tu l'as dit. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. On a seulement 4 espèces de manchots sur les 18 ou 19 qui vivent sur le continent antarctique directement. Donc on a le manchot empereur, le manchot Adélie, le manchot à jugulaire et le manchot papou. Et le manchot empereur, c'est le seul qui vit vraiment sur la glace. Les 3 autres, eux, vont plutôt vivre en bordure du continent et surtout sur les zones où il n'y a pas de glace, donc les zones rocheuses, quoi. Ensuite, les autres espèces, elles vivent dans plein d'habitats très diversifiés. On en a beaucoup qui vont vivre au niveau des îles subantarctiques, donc la Géorgie du Sud, les Malouines, les îles aussi françaises, donc Kerguelen, Crozet, etc. Donc qui sont des milieux quand même plutôt froids, hein. Même si on n'a pas de la glace, c'est quand même des milieux assez froids. Mais on a aussi beaucoup d'autres manchots qui vivent au niveau des zones un peu plus tempérées, notamment sur des plages, sur des falaises herbeuses, même dans des forêts. On a une espèce, par exemple, le gorfou de Fiordland. C'est un gorfou qui vit dans les forêts tempérées de Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai que c'est un milieu où on ne s'attendrait pas du tout à voir un manchot. Mais voilà, il y en a, ils vivent vraiment dans des milieux très diversifiés, des milieux qui sont assez tempérés et même des milieux où les températures peuvent être quand même assez élevées. Par exemple, le manchot des Galapagos, là où il vit, la température moyenne est plutôt située entre 20 et 30 degrés. Hein. Donc c'est quand même... c'est quand même des manchots qui vivent dans des zones assez chaudes. Alors pour ces manchots-là, on va avoir différentes adaptations pour faire face à la chaleur, justement. Chez les Spheniscus, donc les manchots des Galapagos, les manchots du Cap, les manchots de Magellan et les manchots de Humboldt, qui vivent vraiment dans ces environnements tempérés, voire chauds, ils ont de la peau nue autour du bec, ce qui leur donne cette couleur, cette tache rose autour du bec et autour des yeux, qui fait que c'est comme la peau est nue, ils vont pouvoir évacuer beaucoup plus la chaleur. On a aussi des adaptations comportementales, hein, c'est des animaux qui vont plutôt vivre dans des terriers qui leur permettent de s'abriter de la chaleur et ils vont adopter des postures un peu particulières. On les voit souvent avec les ailes écartées pour justement un peu ventiler, quoi, et essayer de s'exposer au maximum au vent. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que même si on a des manchots qui vivent quand même dans des endroits assez chauds, tous les manchots vont dépendre quand même de courants froids pour s'alimenter, hein. Ils vont toujours cibler les grands courants assez froids qui sont des courants très riches en proie. Et donc, tous les manchots ont beaucoup d'adaptations pour faire face à ce froid. Juste pour revenir sur ces manchots qui vivent dans des milieux un peu plus chauds, est-ce qu'ils peuvent avoir des coups de soleil ou c'est quelque chose qui est vraiment spécifique, par exemple aux mammifères qui sont vraiment nus comme les humains ou même des cochons par exemple, tu sais ça? Alors ça, j'ai aucune idée. Alors potentiellement pour ceux qui ont la peau nue autour du bec, j'imagine que ça doit pouvoir arriver. En tout cas, sinon ils sont recouverts de plumes, donc je pense que ça les protège quand même un minimum du soleil. Alors pour revenir sur le côté froid des milieux dans lesquels vivent tous ces manchots, en fait, même le manchot des Galapagos, une fois qu'il est dans l'eau, est-ce que tu pourrais nous parler des stratégies des manchots pour s'adapter au froid, pour lutter contre celui-ci? Parce que on a quand même, par exemple, pour les manchots empereurs, des températures qui peuvent atteindre les moins 50, j'imagine, même plus encore. Ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de manchots qui vivent dans des environnements assez froids, donc ils vont avoir plein d'adaptations pour faire face à ce froid. La première, ça va être la taille des individus. Globalement, les manchots, c'est des oiseaux d'assez grande taille, hein, et donc, en fait, plus on est grand, en gros, plus notre surface par rapport à notre volume va être faible. C'est un phénomène mathématique, hein, plus notre rapport surface sur volume va être faible, ce qui fait que quand on est grand, on va avoir tendance à perdre beaucoup moins de chaleur proportionnellement à notre taille.
Donc ça se résume dans une loi qu'on appelle la loi de Bergman, qui a été faite au 19e siècle, qui explique que globalement, quand on va dans les latitudes élevées, on a tendance à avoir des animaux qui sont de plus grande taille, parce que justement, ils vont avoir tendance à perdre moins de chaleur. Chez les manchots, ça s'observe quand même assez bien, hein. Plus on va proche du continent antarctique et plus on va avoir des manchots de grande taille. Avec l'exemple le plus connu, c'est le manchot empereur. Ah oui, ouais. Alors que quand on remonte vers les latitudes un peu plus faibles, on a des manchots qui sont de taille de plus en plus petite. Alors par contre, faut faire un petit peu attention avec cette loi, c'est un peu une sursimplification de la réalité, hein. Comme toutes les lois, ça peut pas refléter toute la diversité de ce qui se passe dans le vivant, parce que bon, la taille, elle dépend pas seulement de la température, hein, elle dépend de plein d'autres choses, par exemple de la disponibilité en proie, de la prédation, de la compétition, de la distance avec les sites d'alimentation, etc. Ce qui fait qu'on a quand même quelques exceptions, et ces exceptions, on peut les voir aussi au niveau des manchots, notamment au niveau des îles subantarctiques, donc qui sont des climats assez froids. On a des manchots très gros, comme les manchots royaux, qui cohabitent avec des manchots beaucoup plus petits, donc par exemple les papous ou encore les gorfous. Ensuite, ce qu'ils ont d'autre comme adaptation au froid, ça va être leur plumage. Donc ils ont des plumes très rigides qui vont s'imbriquer un peu comme des tuiles, qui vont recouvrir une couche de duvet. Donc, le duvet qu'on appelle aussi des plumules, qui sont des toutes petites plumes, qui vont en gros emprisonner l'air et permettre de maintenir une espèce de couche d'air chaud autour du manchot. Alors ces plumes, elles vont permettre déjà de les maintenir au chaud, mais aussi ça va leur permettre de rester étanches dans l'eau, et donc de ne pas perdre trop de chaleur. Et ces plumes, elles ont besoin d'être entretenues constamment, justement pour garder leur étanchéité. Et donc les manchots, ils ont une glande qu'on appelle la glande uropygienne, qui est située à la base de la queue, qui est une glande qui produit du sébum en fait. Et on va voir les manchots toujours en train d'essayer d'aller prendre du sébum dans cette glande et se frotter les plumes. En fait, ils vont huiler leurs plumes pour justement garder cette étanchéité. Et ce qui est assez particulier chez les manchots, c'est que justement leur plumage est tellement important qu'ils vont devoir le renouveler fréquemment. Donc tous les ans, c'est des animaux qui vont muer, un peu comme ce que font les reptiles par exemple, hein. Ils vont perdre l'intégralité de leur plumage pour en refaire un nouveau, pour justement qu'ils soient toujours très efficaces pour les maintenir au chaud et les maintenir étanches. Ouais, glande uropygienne, c'est intéressant comme nom parce que on peut penser à ce qu'on avait évoqué dans l'épisode précédent. Uro, c'est la queue et pige, c'est ce qu'on avait dit, les fesses. Et donc en fait, ça montre vraiment que c'est une glande à la base de la queue. Il me semble que c'est une glande qu'on retrouve chez d'autres espèces d'oiseaux, hein. C'est une technique très courante pour rendre les plumes imperméables chez plein d'espèces, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est assez répandu, hein. Si on regarde bien pas mal d'oiseaux marins, on les voit tout le temps en train justement de se frotter les plumes. En fait, ils vont récupérer un peu de sébum au niveau de cette glande et se frotter les plumes pour huiler un peu leur plumage. Ouais. Alors, une autre adaptation au froid qui est assez connue, puisqu'on la retrouve pas que chez les oiseaux et pas que chez les manchots, c'est avoir une couche de graisse isolante. On l'a ça par exemple chez les ours polaires ou chez les phoques. Oui, c'est ça. C'est des oiseaux qui ont une couche de graisse quand même assez épaisse, qui peut atteindre les 3 cm chez les manchots empereurs, donc ce qui est beaucoup pour des oiseaux, hein. En général, les oiseaux sont assez peu gras parce que justement, ils essaient de rester le plus léger possible. Les manchots, ils n'ont pas besoin, donc ils ont cette couche de graisse assez épaisse, justement, qui permet de les isoler du froid. T'as aussi quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu. Ils ont un système sanguin qui est extrêmement adapté justement à ces échanges thermiques et notamment au maintien de la chaleur de leur corps. Ouais, c'est ça. Alors les manchots, ils ont une vascularisation qui est très particulière qui va leur permettre justement, comme tu disais, de limiter les pertes de chaleur. Donc c'est un système qu'on appelle rete mirabile, un système en gros qu'on va retrouver au niveau des pattes et des ailes. En gros, c'est un réseau très dense d'artères et de veines qui vont s'enchevêtrer un peu comme un genre de filet. Le principe de fonctionnement, c'est que, donc en gros, le sang chaud qui part du cœur, donc qui est réchauffé qui est à la température du corps, va circuler juste à côté des vaisseaux qui vont ramener le sang froid des pattes vers justement le cœur. Et donc à ce moment-là, on a un échange de chaleur avec un refroidissement du sang chaud qui part vers les pattes et un réchauffement du sang froid qui part des pattes et qui remonte au cœur. Donc ça permet justement de toujours conserver cette chaleur et de faire qu'ils ne vont pas perdre de chaleur au niveau des pattes. Et donc les manchots, ils ont toujours les pattes toutes froides. Je vois, ouais. Et c'est drôle parce que les manchots, on les voit, surtout les manchots empereurs, hein, on voit souvent cette scène où t'as des manchots qui sont regroupés les uns contre les autres, un peu en mode tortue, et j'imagine que ça a aussi une fonction de chaleur.
Oui, c'est ça. Comme tu dis, ils ont des adaptations aussi comportementales, justement, pour faire face à ce froid. Et donc, la plus connue, c'est la formation en tortue chez les manchots empereurs, donc qui vivent vraiment sur la glace. Alors, en gros, ils vont se rassembler en masse très dense. Il va y avoir plusieurs centaines de manchots qui vont se coller les uns aux autres, ce qui va faire que ils vont vraiment se réchauffer. Au centre de la formation, la température, elle peut monter à plus de 37 degrés. Plus 37 degrés, ouais. Ouais, ça veut dire que, tu vois, la température extérieure, elle est souvent entre moins 40, moins 50, voire même un peu en dessous, et ça monte à 37 degrés à l'intérieur. Donc ça permet vraiment de les maintenir au chaud, et d'ailleurs, ils sont toujours en train de tourner parce qu'en fait, ils ont trop chaud au centre, et donc ils doivent alterner. Donc les manchots qui sont au centre vont laisser la place aux manchots qui sont à l'extérieur, et ça va tourner comme ça en permanence. Ouais, donc ça veut dire que les manchots empereurs, si je résume, ils peuvent survivre à des écarts de température de 100 degrés. Enfin, c'est assez impressionnant. Hein. Et donc, pour être vraiment clair, toutes les adaptations que tu as citées précédemment, c'est vraiment tous les manchots qui ont ça, grosso modo, mais vraiment, cette adaptation comportementale de tortue, c'est que chez les manchots empereurs ? Ouais, à ma connaissance, c'est vraiment caractéristique du manchot empereur. Après, c'est vrai que, chez toutes les espèces, ils sont tous rassemblés en colonies quand ils sont à terre, donc ils vont pouvoir être assez proches, ce qui va permettre de les maintenir au chaud quand même. Ouais, cette formation en tortue qui permet de générer une chaleur immense, ça me rappelle un peu la défense des abeilles japonaises qui se serrent aussi les unes contre les autres et en fait sa défense ça permet de cuire littéralement leurs prédateurs qui sont les frelons asiatiques. Elles se mettent autour et vraiment elles se serrent et ça peut atteindre effectivement des températures de 40 degrés à peu près et ça tue leurs prédateurs. C'est assez impressionnant. Est-ce que c'est quelque chose de comparable ? Oui, c'est un peu le même principe, hein. Elles vont se coller entre eux et puis du coup ça va maintenir cette chaleur. Alors ça tue les frelons parce que c'est des animaux qui sont pas capables de réguler leur température, donc forcément quand la température extérieure est trop élevée, ils vont cuire sur place, ce qui n'est pas le cas des manchots qui sont des animaux qui régulent leur température interne, hein, comme nous, donc ils vont pas autant surchauffer, quoi. Ouais. Alors on a parlé des manchots et on va vraiment désormais se concentrer sur eux dans notre série, mais je voulais savoir si les adaptations que tu as décrites chez les manchots, on les retrouvait aussi chez d'autres oiseaux comme les pingouins. Oui, alors les pingouins, ça vit aussi dans des environnements qui sont assez froids, hein, plutôt l'Europe du Nord, Amérique du Nord, on en a parlé au début. Alors ils ont des adaptations assez similaires, hein. Ils vont avoir un plumage qui est assez dense, avec notamment ce duvet là qui va permettre de les maintenir au chaud. Ils ont aussi une couche de graisse assez épaisse, mais moins épaisse que chez les manchots parce que justement ils doivent rester légers pour pouvoir voler. Et on va aussi avoir des adaptations comportementales où on va avoir des animaux qui vont nicher soit dans des terriers ou au niveau de falaises qui sont abritées pour justement limiter l'exposition au vent et se maintenir au chaud. Oui, c'est vrai qu'à l'inverse, quand tu vois des manchots empereurs, notamment dans des tempêtes de neige, c'est un peu triste parce que tu les vois en train d'être complètement serrés. Ils n'ont pas d'abri en fait. Enfin, ils sont vraiment à l'extérieur et alors que effectivement pour ces petits oiseaux, t'as toutes sortes d'abris où ils peuvent nicher quoi. Donc c'est vrai que t'as une grosse différence aussi en termes non seulement de répartition, mais vraiment de milieu de vie quoi. Ouais, l'empereur, c'est vraiment le cas extrême, hein. Il vit sur la glace, au milieu de nulle part, et comme tu disais, il n'y a pas d'abri. Enfin, il faut vraiment qu'il trouve une solution pour se maintenir au chaud. Donc cette formation en tortue, c'est une solution super efficace. Alors pour terminer cet épisode, j'aimerais maintenant m'attaquer à un autre point qui est l'adaptation au milieu marin. Les manchots, comme les pingouins bien sûr, c'est des animaux exclusivement marins. Et donc, ils doivent faire face à l'extrême salinité de l'eau de mer par rapport à leur corps. Et donc, je voulais savoir comment ils faisaient pour survivre dans un milieu aussi salé. Ouais, alors effectivement, le sel, c'est un problème pour les organismes marins. Le sel, on en a besoin en petite quantité pour le fonctionnement des cellules, mais si on en a trop, c'est nocif. Donc c'est toujours un problème, surtout pour les animaux qui vivent dans l'eau de mer. Donc en gros, on est tous un peu salés. Quand on nage dans l'eau de mer, on se retrouve moins salé que l'environnement, hein. On est moins salé que l'eau de mer, hein. C'est le cas des manchots aussi. Et le problème de ça, c'est que l'eau, par un phénomène physique, va toujours avoir tendance à aller du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. C'est ce qu'on appelle l'osmose. C'est-à-dire que quand nous, on nage dans l'eau de mer, l'eau va avoir tendance à s'échapper de nous pour aller un peu diluer l'eau de mer. Ce qui fait qu'on va se retrouver à perdre de l'eau et donc on va se retrouver déshydraté. Ouais. D'ailleurs, je pense que ceux qui passent du temps à nager dans l'eau salée, au bout d'un moment, ils se retrouvent un peu avec la bouche. On a soif. En fait, on va. Exactement. En fait, on va perdre de l'eau. Donc, c'est exactement pareil pour les manchots qui vont avoir tendance à se déshydrater.
Comme ils n'ont pas accès à de l'eau douce, au milieu de l'océan, il n'y a pas accès à de l'eau douce, ils sont contraints de boire de l'eau de mer pour se réhydrater. Mais ça, c'est un problème parce que du coup, ils doivent aussi ingérer du sel. Et donc, ils ont un organe spécialisé qui vont leur permettre d'excréter cet excédent de sel pour éviter justement les dommages au niveau des cellules. Donc, cet organe, c'est ce qu'on appelle la glande à sel. Donc, c'est un système de tubes qu'on va retrouver entre les yeux et les narines qui vont être entourés par un réseau de capillaires sanguins. Donc le principe de fonctionnement, c'est que le sang qui est chargé en sel va circuler au niveau de ces capillaires qui entourent les tubes. Et au niveau des tubes, on a des cellules spécialisées qui vont pomper le sel hors du sang jusqu'à l'intérieur des tubes. Et ensuite, les tubes vont pouvoir excréter donc une espèce de liquide très salé au niveau des narines, des manchots, donc ce qui leur permet justement d'évacuer cet excédent de sel. Cette glande à sel, il n'y a pas que les manchots qui en ont, il y a notamment les cousins proches des manchots, donc qui sont les pétrels et les albatros, qu'on regroupe dans un ordre qu'on appelle les procellariformes, donc qui sont ces oiseaux caractérisés justement par la présence de cette glande à sel. Si on regarde de près, un albatros, il a une espèce de double narine comme ça, avec un genre immense, de tube. Ouais. C'est ça, avec 2 trous au-dessus des narines, c'est justement cette glande à sel qui va évacuer le sel. On l'observe aussi chez les tortues, je sais pas si t'as déjà vu, mais les tortues qui sortent de l'eau, on a l'impression qu'elles vont pleurer. Oui, qu'elles pleurent, elles ont des larmes en fait. T'as l'impression que, en plus, c'est les tortues, par exemple les tortues qui sortent de l'eau pour aller pondre leurs œufs sur la plage, et t'as l'impression, en plus, surtout avec les montages des documentaires, alors évidemment, dans celui que j'avais vu, c'était très bien expliqué, donc il disait bien que c'était pas ça, mais t'as un peu le montage qui est un peu sentimental, qui est, la mère, elle pleure parce qu'elle laisse ses petits, alors que pas du tout, c'est aussi une adaptation, j'imagine, pour en fait enlever l'excès de sel. Oui, en fait c'est ça, au lieu d'avoir les sorties des glandes à sel au niveau des narines comme chez les oiseaux, et là la sortie des glandes à sel c'est au niveau des yeux, donc en fait elles vont pleurer du sel quoi. Et c'est vraiment que du sel, c'est pas de l'eau salée, c'est vraiment une concentration de sel. Ouais, c'est un liquide extrêmement salé, ouais. Oui, donc en fait pour résumer, les animaux marins, comme ils sont moins concentrés en sel que l'eau de mer, ils doivent éliminer au maximum le sel qu'ils vont recevoir en ingérant l'eau de mer pour pouvoir justement ne pas se déshydrater. C'est un peu une gymnastique quand on étudie l'osmose. J'ai des souvenirs de licence où j'avais un peu du mal à comprendre, mais en fait c'est assez automatique une fois que on comprend bien les principes. C'est juste que quand le milieu est trop salé, on perd de l'eau pour aller diluer le milieu. En fait, le but de l'osmose, entre guillemets, c'est que la concentration de 2 milieux devienne la même à terme. Et à l'inverse, les espèces d'eau douce, elles vont avoir un surplus d'eau pour que, justement, on ait une dilution de leur milieu interne, de leur corps, qui est en fait un peu plus concentré en sel que l'eau douce, généralement. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les poissons d'eau douce, ils boivent jamais. L'eau, elle vient naturellement à l'intérieur de leur corps et ils se retrouvent remplis d'eau, et donc ils n'ont pas besoin de boire. Et en fait, ils la conservent pas comme nous, on boit. Et par contre, il me semble qu'ils urinent beaucoup. Oui, parce que ils ont de l'eau pour boire, mais du coup, ils se retrouvent avec beaucoup trop d'eau. Donc, ils sont gorgés d'eau, en fait, donc ils ont besoin d'uriner beaucoup. Ils produisent une urine qui est très, très diluée, quoi. C'est super, c'est hyper clair, Mathilde. Merci beaucoup. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Mathilde, je te retrouve très vite pour parler d'un nouvel aspect de la vie des manchots. D'ici là, prends soin de toi. Salut! Salut! L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade! C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Hello Asso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant.
Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous. A prayer that has brought you back.